Time. J'envoie le jingle. Ça, c'est pas ça par hasard. Fais chier, je trouve. Micro. Vas-y, Fabien. C'est bon. Bonsoir, bienvenue sur RTM, il est 21h, 21h01. Donc pour une émission, ben oui, ça vous avait peut-être manqué parce qu'on n'en fait plus beaucoup. Une émission des maîtres du temps, hein, donc la célèbre émission de RTM, hein, la marque de fabrique de RTM, si on peut dire. Où il sera question de météo ce soir, alors émission relativement courte. Alors je suis pas tout seul, donc c'est Fabien là, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Je suis accompagné de Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir Fabien, bonsoir Myriam, bonsoir Kevin, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Et bonsoir à Kevin aussi, qui nous accompagne. Eh bien bonsoir Fabien, bonsoir Myriam et Morgane, et bonsoir à tous. Voilà, donc on vous retrouve, là on est une petite équipe ce soir là pour vous parler météo. Alors, météo, sur une actualité qui est assez calme, hein, faut dire les choses. Mais tout de même, bon là on est à la veille du week-end pascal, donc on a des petites choses à dire. On vous parlera un petit peu on vous fera un petit bilan climatique notamment. Moi je vous parlerai un peu des problèmes de sécheresse aussi, qui font un peu l'actualité au niveau météo, hein, parce que vous aurez peut-être remarqué qu'il pleut pas beaucoup depuis quelques mois. Donc le week-end, donc on vous parlera du week-end pascal bien sûr en termes de temps, et puis on essaiera de faire des projections un peu plus loin, même si c'est pas facile en ce moment de faire des projections très loin en termes de météo, parce que on est quand même sur une saison intermédiaire comme le printemps où les prévisions, les tendances à long terme sont toujours un peu compliquées. Voilà. Donc voilà, on va entamer tout doucement sur, on va peut-être, je sais pas, on va peut-être commencer à parler on va peut-être faire un petit bilan du mois de mars, pour commencer, on va peut-être d'abord, avant d'attaquer les prévisions, donc un mois de mars, vous avez vu, qui a été, je pense que Kevin et Morgan, vous allez confirmer, un mois de mars qui a été chaud, hein, chaud, je dis chaud parce que on a tellement eu un excédent important que c'est même plus de la douceur, c'est même de la chaleur, hein. Bon, on pourrait parler de chaleur, hein. Certaines villes du sud de la France ont connu leur premier jour de chaleur en fin de mois d'ailleurs. Voilà, donc un mois de mars quand même qui... L'ouest, la côte aquitaine. Ouais, alors un mois de mars qui a atteint quand même, alors on va parler un peu à l'échelle nationale, un mois de mars qui a atteint un excédent de plus 2,3 degrés par rapport à la normale, c'est quand même un excédent qui est très très important, 11 degrés de moyenne, hein, et puis un excédent quand même qui est généralisé, peut-être un peu plus important dans le nord-est, dans le centre-est, un peu moins important dans le sud-ouest. Enfin, globalement, voilà, on a eu un mois de mars très 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 doux, hein, un mois de mars par contre qui a un petit peu, alors vous verrez que bon, c'est nuancé, mais un mois de mars qui a un tout petit peu inversé la tendance en termes de pluviométrie, avec une pluviométrie excédentaire de plus 20% en moyenne, mais bon, qui fait suite quand même à des mois et des mois très secs, quoi, hein, notamment janvier, décembre. Février avait été un peu moins sec, un peu plus humide. Mars je dirais, a été meilleur, hein, mais enfin, bon, c'était globalement humide. Ouais, humide notamment entre le Limousin, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, PACA, voilà, sur une bonne partie sud, hein, on va dire, hein, alors que le nord est resté quand même assez sec, hein. Vous avez des secteurs dans le nord de la France notamment, vous avez le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France qui ont été très secs, hein, et puis tout ce qui est Champagne-Ardenne aussi, Bretagne. Alors la Bretagne, c'est un secteur qui est très sec, hein. J'ai des amis qui vivent en Bretagne, j'ai un étang que je connais pas très loin de chez ma mère là-bas, et j'ai vu des images, j'avais jamais vu l'étang aussi bas. Ouais, non, mais c'est impressionnant, hein. Et donc, oui, non, mais c'est clair. Et donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours un peu les mêmes secteurs quand même qui sont arrosés. C'est-à-dire que là, on a des secteurs comme notamment Languedoc-Roussillon, PACA, c'est des secteurs qui sont arrosés régulièrement depuis cet automne.
on a comme une inversion un peu des secteurs les plus arrosés. Le sud est globalement un peu plus arrosé que le nord. C'est la Corse, le Languedoc-Roussillon qui prennent les plus grosses quantités. Voilà, alors la Corse a été sec au mois de mars, hein. Mais enfin les mois d'avant avaient été, notamment sur décembre, janvier, avaient été particulièrement arrosés, notamment la côte orientale, avec des chutes de neige importantes en altitude. Mais voilà, donc on se retrouve vraiment avec une situation qui est, en termes de pluviométrie, je parle, hein, pas en termes de température, en termes de pluviométrie qui est un peu préoccupante en termes, au niveau de la sécheresse, parce que le mois de mars ne résout pas tout, mais surtout curieuse, quoi, une situation un peu curieuse. Alors là, maintenant, sur le mois de mars, sur le mois d'avril, on est le 14 avril, par contre, là, sur ce mois-ci, on risque quand même d'avoir un mois très sec, hein, parce que quand on regarde les simulations, on voit qu'il y a très peu de pluie qui est prévue, hein, de toute manière. Ouais, au contraire de la tendance qui est allée vers le mois orageux au début, d'ailleurs. Ouais, c'est chaud, mais orageux. Et c'est intéressant ce que tu dis, Kevin. Je dirais que c'est vrai que chaque fois, on a eu des modélisations, comme quoi les modélisations, les modèles saisonniers notamment, sont pas, enfin, en termes de température, ils sont bons, mais par contre, ils ont du mal à appréhender ces derniers mois l'humidité, hein. On voit que chaque fois, on a tendance à nous annoncer un retour de l'humidité, mais l'humidité sans arrêt repoussée, quoi. Donc, on devait avoir plutôt un mois d'avril plutôt humide, et ben là, c'est pas le cas du tout. Donc du coup, à se poser la question comment ça va se passer les prochains mois, parce que bon, si c'est repoussé sans arrêt, voilà. Donc il y a quand même un gros doute là-dessus, hein, à ce niveau-là. Hein. Si cette récurrence anticyclonique persiste de nouveau, encore et encore. Je dirais que. S'inquiéter pour l'été prochain, là, avec la sécheresse qui menace de nouveau très sérieusement. Voilà. C'est bien installé. Je remarque que même à Limoges, il y a de nouveau des plans, des pelouses par exemple, où ça jaunit par endroits, hein, de nouveau. Et je dirais voilà, pour les auditeurs auditrices qui nous regardent, qui nous écoutent, là, la question est certainement de savoir pourquoi c'est aussi sec, quoi. Tout simplement parce que Morgan a commencé à l'expliquer. Nous sommes concernés depuis des mois et des mois, et d'ailleurs c'est valable depuis juin 2016, donc ça nous mène quand même très très loin, par des conditions anticycloniques. Juillet 2016 plus exactement, où la tendance de plusieurs mois humides s'est brutalement inversée dans le mois de juillet. Donc des conditions anticycloniques récurrentes sur la France, ou à proximité, hein, des perturbations qui sont quand même très très assez rares. Des fronts qui arrivent, quand ils arrivent, ils sont très affaiblis, quoi, donc très peu d'eau. Alors on a eu bien sûr depuis juillet 2016, on a eu des coupures, on a eu des moments où c'était un peu plus humide, on a eu novembre notamment qui était un peu plus humide, on a eu février et mars là, hein, qui viennent de passer, qui étaient quand même plus humides. Mais enfin globalement, on est quand même dans un schéma inscrit de récurrence anticyclonique sur la France et plus globalement sur l'Europe, hein, de toute manière, hein, on regarde, hein, c'est plus globalement sur l'Europe. Et ça perdure, là, on le voit d'ailleurs cette semaine, là, on est encore concerné de toute manière par l'anticyclone. Alors l'anticyclone, il se décale, par moment il est plus ou moins sur le proche Atlantique, donc on est plutôt sur la façade orientale, ce qui est le cas actuellement. Par moment il était plus sur l'Europe centrale, hein, ce qui nous a valu notamment des périodes où il faisait très très doux, hein, comme ça a été le cas au mois de par moment. Le week-end dernier. Hein. Voilà, comme le week-end dernier. Ou des sur la moitié de la France jusqu'au nord, hein, dimanche dernier. Tout à fait, donc des moments. C'est monté jusqu'à 26 en région parisienne. Exactement. Sur la Normandie. Et là, ça arrive quand vous avez l'anticyclone qui se décale un peu vers l'Europe centrale, que vous avez un flux de sud, même temporaire, et qui flux de sud de toute manière, maintenant c'est imparable. Sur la France, vous avez un flux de sud une ou deux journées, vous êtes rapidement entre 6 à 10 degrés au-dessus des normales. Ça, c'est imparable. Voilà. Donc, il n'y a rien qui retient la chaleur qui remonte des tropiques. Non, absolument rien. Donc voilà, donc c'était un petit peu pour vous parler du mois de mars, et puis de faire un bilan un peu climatique qui est assez, je dirais pour le coup, qui est assez tranché, parce que de toute manière, on voit que c'est extrêmement doux. Après, donc à l'échelle de la France, c'est doux, à l'échelle de l'Europe, c'est doux, et à l'échelle mondiale, ça l'est tout autant. Pour vous dire, par exemple, mars 2017 a été le second mois le plus doux dans le monde, hein, après mars 2016. Hein, donc on continue dans les séries de mois chauds à l'échelle globale, à l'échelle planétaire. Donc c'est vraiment, je dirais que c'est quasi généralisé. Alors bien sûr, vous avez des secteurs du globe qui sont plus froids, hein, momentanément, parce qu'il faut bien que l'air froid s'écoule quelque part.
Bon, enfin, globalement, c'est quand même une supériorité assez importante des masses d'air chaud. Hein. Donc voilà. C'est sûr. Voilà, donc c'est ce qu'on. En tout cas, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Les flux du nord qui concernent parfois la France sont rarement très froids, alors que les flux de sud deviennent vite très doux, voire chauds, hein, avec des températures qui s'envolent largement au-dessus des normales de saison. Et conséquence de toute manière du réchauffement climatique, qu'on le veuille ou non, quoi. C'est-à-dire que Donc voilà. là, De manière on peut que. difficilement nier ce changement, ce réchauffement climatique maintenant. Voilà, c'est comme on disait dans des précédentes émissions. Chaud récurrent. C'est-à-dire, vous avez un flux de sud, vous avez rapidement, entre 6 à 10 degrés d'anomalie, enfin je dirais au-dessus des normales. Par contre, vous avez un flux de nord, un flux de nord-est. Vous le verrez, on le verra d'ailleurs la semaine prochaine. Ça va être intéressant de le voir. Ça va être le test. On va y revenir d'ailleurs dans les prévisions. Vous verrez qu'on aura difficilement moins que, 2, 3, peut-être même 4 degrés en dessous des normales, quoi. Ça sera vraiment le bout du monde. Alors, effectivement, vous aurez des températures, on va y revenir dessus parce que ça c'est le sujet dont on veut vous parler. Vous aurez des températures froides le matin dans certains secteurs avec possiblement des gelées. Donc du coup le matin on aura vraiment, je pense, un vrai déficit. Par contre l'après-midi, le mois d'avril, il suffit qu'il y ait un peu de soleil. Vous avez du soleil même si c'est un flux de nord-nord-est. Le soleil chauffe très rapidement, donc on se retrouvera avec des températures qui seront certainement par endroits en milieu de semaine en dessous des normales, mais pas dans des valeurs démesurées, quoi. Voilà, donc ça sera à mon avis, ça sera la réalité de la semaine prochaine. Voilà. Donc, Myriam, est-ce qu'il y a des questions par hasard? Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Alors, moi, je regarde s'il y a des questions aussi, parce que les messages sur mon application défilent, mais sans que je vois obligatoirement toutes les questions. Ah si, il y a quand même des questions. Donc j'ai François qui nous salue, donc bonsoir à lui. Maël qui nous dit, j'ai une question, pourquoi on a eu des conditions anticycloniques aussi récurrentes justement? Bonne question, si on savait y répondre. C'est une question que j'ai posée il n'y a pas longtemps, ça, en plus. Difficile. On va essayer. Bon, c'est intéressant qu'on nous pose quand même la question, donc c'est une question qui mérite réponse. Alors, on peut se poser beaucoup de questions. Bon, la première chose qu'on peut se dire quand même, dans le passé, alors j'ai pas repris des statistiques, j'ai pas eu le temps de faire des recherches, je voulais en faire cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Il y a déjà eu des périodes anticycloniques très longues dans le passé. Aussi longues, je ne sais pas. Depuis juillet 2016, je sais pas. Mais on a déjà eu des périodes. À 89 ou 90, enfin surtout 89 où l'anticyclone était très présent. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Et 89. D'ailleurs, avec un hiver qui avait été très. Où l'anticyclone était très présent la moitié de l'année sur le nord de la France. Et avec un hiver qui avait été très doux d'ailleurs et très peu enneigé dans les Alpes, qui est resté d'ailleurs dans les annales à ce niveau-là. Effectivement. Alors, est-ce que ça a duré aussi longtemps que maintenant? Moi, j'ai pas eu le temps de faire une recherche. En termes de mois, en termes mensuels, je sais pas. Mais dans le passé, quand même, pour répondre à Maël, il y a déjà eu des périodes anticycloniques aussi longues et aussi récurrentes. À mon avis, il n'y a pas de raison, je vois pas. Alors peut-être ça peut se jouer à 1 ou 2 mois. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi effectivement. Le pourquoi, difficile d'y répondre. Soit c'est, comme on dit, conjoncturel, c'est-à-dire l'anticyclone, les hautes pressions. Je vais vous répondre d'une manière un peu, excusez-moi, un peu bateau. Les hautes pressions décidaient de se placer sur l'Europe. Voilà, conjoncturel, ça dure 3, 4, 5, 6, quasiment 1 an, peut-être, je sais pas, on verra. Donc oui, peut-être, effectivement, c'est peut-être et sûrement conjoncturel. Et peut-être, mais on le verra, mais alors ça on le verra que plus tard, si ça perdure encore des mois, et si ça devait perdurer, je ne sais pas, jusqu'à la fin d'année, ou jusqu'en 2018, ou je ne sais pas, vraiment on est dans la pure spéculation, on pourra éventuellement se dire que c'est peut-être, à ce moment-là, structurel. Alors structurel, éventuellement, alors là par contre je vais rentrer dans des questions un petit peu techniques, structurel, parce qu'on remarque quand même aussi, alors c'est pas très net, mais on le remarque un peu, la remontée de la ceinture anticyclonique subtropicale de l'équateur qui a tendance à se décaler vers le nord. Ça c'est une réalité, on l'a vu à travers différentes études. Mais après, il faut prendre du recul parce que on le voit aussi à travers aussi une période qu'on a eue
Morgane, on en avait parlé, hein, à travers El Niño notamment, fin 2015, où on avait eu une ceinture anticyclonique subtropicale très étendue et qui nous avait valu un mois de décembre d'ailleurs exceptionnel, hein, décembre 2015. Exceptionnellement sec et doux. Voilà, Très doux aussi. complètement exceptionnel. Et donc voilà, donc tout ça, c'est difficile, c'est vraiment tout ça est plein de nuances, c'est très difficile de répondre à cette Je question. pense qu'il faudra encore des années pour. Ouais, clairement. avoir une certaine Mais certitude tout de sur même- la remontée de cette ceinture subtropicale. Mais tout de même, j'aurais tendance à dire que là, regardez, on est au mois d'avril. Si vraiment jusqu'en fin d'année, où je dirais, mais bon, mais encore que là, on rentre dans une période El Niño à nouveau, a priori à partir de l'été. Donc ça peut avoir aussi des conséquences, même si elles sont infimes sur l'Europe, mais elles sont quand même là à l'échelle globale. Il va falloir voir d'ici la fin d'année, d'ici 2018, comment ça va se passer. Est-ce que ces anticyclones vont perdurer ou pas? Mais bon, c'est normal qu'on se pose la question. Alors moi, pour l'instant, donc pour conclure sur cette question, moi je dirais plutôt conjoncturel, donc pas. Donc voilà, bon, il y a des cycles, il y a des questions de cycles, il y a des cycles dépressionnaires, des cycles anticycloniques, voilà. Ça c'est clair, ça a toujours été. Mais le structurel, on peut pas l'évacuer à 100%. Les choses changent, on voit quand même que, comme on dit, la ceinture anticyclonique subtropicale remonte petit à petit. On a un élargissement de ce qu'on appelle, nous, alors je vais pas rentrer dans les questions techniques, on a un élargissement de ce qu'on appelle la cellule de Hadley, hein, qui correspond notamment au secteur de l'équateur, et qui a tendance à s'élargir et à remonter vers le nord. Et on a un rétrécissement de la cellule de Ferrel qui concerne plutôt tout ce qui est secteur intermédiaire tempéré, quoi, on va dire. Donc, voilà. Mais bon, ça méritera qu'on en reparle de ça. Voilà, on verra d'ici quelques mois. Donc, si vous avez des choses à ajouter, Morgane, Kevin, n'hésitez pas. C'est un domaine dans lequel je me... Surtout une récurrence des mois exceptionnellement chauds, beaucoup plus doux que la normale. Hein. Je vois par exemple avril 2011, septembre 2016, même juillet 2015, encore récemment le mois de mars. Ces mois se multiplient alors que les mois beaucoup plus froids que la normale, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu février 2012, la plus forte vague de froid du 21e siècle. Il y a eu à la rigueur le printemps 2013 qui a été frais avec le mois de mai avec un déficit de température bien marqué quand même. Bon après, souvent il y a des mois chauds qui ont suivi. Hein. Ouais, c'est sûr. On marque une récurrence des mois bien plus chauds que les normales. Hein. Oui, non mais voilà, bon, récurrence des mois anticycloniques comme on dit, mais des récurrences aussi de mois chauds. Hein. Mais bon, ça je dirais que malheureusement ça fait quand même des années que ça dure. Donc bon, ça a tendance à nouveau à se réaccélérer depuis 2015 quand même. Hein. Depuis 2014-2015. Mais d'ailleurs, on le voit bien à niveau des chiffres à l'échelle globale. Alors, je n'ai pas ressorti tous les chiffres ce soir. Il faudra peut-être qu'on en reparle dans une autre émission. Mais on voit qu'on a à nouveau une accélération du réchauffement climatique depuis 2 ans, grosso modo, et qui est sous l'impulsion notamment du dernier El Niño, hein, qui s'est déroulé sur fin 2015, début 2016, où là, qui a été un facteur clairement dégradant aussi pour ce réchauffement. Et on voit que depuis la fin d'El Niño, on en avait parlé l'autre jour, je crois, on n'a pas vraiment une décrue des températures. Hein. Les températures se maintiennent à un haut niveau à l'échelle mondiale, ce qui fait dire quand même qu'on a franchi a priori un palier dans le réchauffement climatique. Après une période, je dirais, de plateau, on va dire ça, de 1999, grosso modo 1998-1999 jusqu'en 2014, on voit où le réchauffement avait plus ou moins stagné, on va dire, on avait un réchauffement mais qui était, bon, on n'avait pas trop, enfin ça stagnait quoi. Alors que là, depuis 2015, on voit que ça reprend de l'élan à nouveau, donc ce qui est assez préoccupant d'une certaine manière, parce que bon, on se situe à des niveaux déjà... par rapport à l'ère pré-industrielle, notamment par rapport aux études du GIEC, on se retrouve dans des niveaux déjà de plus 1,5 degré à l'échelle globale d'anomalie, et qui montrent quand même que le réchauffement, il est là et il a tendance à nouveau à s'accélérer. Voilà, bon, c'est des questions intéressantes, mais il y a tellement de choses à dire que voilà, c'est... Ouais, tu disais, Kevin, que c'était pas ta partie... en termes de... T'as pas assez de recul en termes... Dans ce domaine-là, on va dire. Ouais, dans ce domaine. Après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps. C'est des années et des années d'observation. Moi, je suis très centré sur ce que c'est...
À plus petite échelle, moi, en fait. J'ai du mal à regarder encore à grande échelle. Mais après, mais la météo, la passion météo commence comme ça, hein. Même moi, ça, pour tout le monde, on regarde toujours plus ou moins à sa petite échelle au début, par rapport à des aspects locaux ou par rapport à des phénomènes. Bon, toi, c'est les orages, enfin, remarque moi aussi, hein, j'adore les orages, et d'autres phénomènes. Et après, en général, c'est au fil des années, tu as tendance à prendre de la hauteur, et c'est là où tu commences à regarder à droite à gauche, tu cherches à comprendre pourquoi l'anticyclone ici, mais pourquoi il est là et pas ailleurs. Et c'est là où tu es obligé après de prendre la hauteur, regarder à l'échelle de l'hémisphère et d'aller plus loin et de comprendre pourquoi, quoi. Voilà. C'est ça. Morgane, tu as des choses à dire? Voilà, pour l'instant, rien de spécial à ajouter, à savoir que les orages, on en manque quand même, hein. Ah bah oui, bah forcément, de toute manière, les orages, on peut qu'en manquer. On a des conditions anticycloniques ultra dominantes. Donc anticyclone, ça rime pas vraiment avec orage. Des anticyclones parfois qui Il y a sont... rien qui permet au vrai développement des orages. Et en plus des anticyclones qui sont souvent mal placés. Là, on a par exemple actuellement un anticyclone sur le proche Atlantique ou assez haut en latitude, pas loin des îles Britanniques. Donc ça favorise pas du tout les orages. Et là, on le verra la semaine prochaine, hein, bien au contraire. Donc c'est sûr que c'est la dèche, si je puis dire, sans jeu de mots, au niveau des orages, quoi. Voilà. Alors, j'ai encore une question. Donc, moi, ce soir, je pense que vous êtes d'accord. Je me fais un point d'honneur, je dirais, à répondre aux questions avant tout, parce qu'on fait pas des émissions assez souvent. Donc, voilà. Alors, y a-t-il vraiment... Alors, c'est Olivier qui nous pose la question, qu'on salue. Et y a-t-il vraiment un risque de sécheresse et de canicule pour cet été avec des sols aussi secs et ce blocage? Alors, ben moi, je vous laisserai intervenir après. Enfin, moi, je vais déjà dire, je vais répondre oui à cela, hein. Oui, dans la mesure où, déjà, donc depuis juin-juillet 2016, nous sommes dans une période sèche où les pluies se sont vraiment raréfiées. Vous avez des nappes phréatiques qui sont la plupart du temps en dessous de leur niveau normal. Par endroits, les niveaux restent encore corrects, mais c'est pas le cas, hein, partout, hein. C'est même assez minoritaire, quoi, je dirais, en termes de représentation, hein. Et donc vraiment, on a les nappes phréatiques qui commencent à bien baisser, quoi, hein. Donc ça, c'est clair. Et vous avez, Olivier, déjà une sécheresse aussi de surface. Alors la sécheresse de surface, on s'en rend pas bien compte parce que actuellement, le matin, il fait encore frais. Donc vous avez bon, il y a un peu d'humidité qui se dépose encore, hein, de la rosée notamment, et donc du coup on a l'impression que les sols sont assez encore, on a certains coins c'est encore assez vert, quoi. On se dit bon voilà, ça donne une impression pas trop mauvaise, quoi. Encore que ça dépend des secteurs. Mais malheureusement là on arrive mi-avril et là on va voir que ça risque, s'il pleut pas rapidement, ça risque de jaunir assez rapidement en surface. Et bon, les nappes, j'en parle pas, hein, parce que là, le problème, c'est que maintenant, ce qui risque de tomber en plus, vous avez vu que la végétation a largement démarré, ce qui risque de tomber risque d'être absorbé. La végétation cette année, on a quasiment 3 semaines d'avance, hein, là, de toute manière, hein. On a 3 semaines d'avance, grosso modo. Donc, ce qu'on verra, c'est que malheureusement, le peu qui va tomber maintenant, va pas profiter aux nappes phréatiques, va profiter avant tout à la végétation. Donc ce qui est pas non plus ce qui est pas non plus une mauvaise chose, parce qu'on a besoin d'eau. De toute manière, même le peu qui tombera, ça sera toujours bon à prendre, je dirais, ne serait-ce que pour la végétation, mais ça sera pas profitable aux nappes phréatiques. Voilà. Mais alors en tout cas, après, pour répondre à la question, donc il y a vraiment un risque de sécheresse dans la mesure où déjà on a une sécheresse qui est assez avancée. Il faut savoir qu'on a déjà des restrictions d'eau dans certains secteurs, notamment secteur breton, hein, et secteur normand, hein. On a des qui subissent. Voilà. Et donc, parce que c'est des régions qui sont habituellement plus arrosées que les autres. En plus, sont plus touchées plus rapidement. Voilà. Donc en plus, il y a vraiment un déficit dans ces secteurs. Donc avec d'ores et déjà des restrictions d'eau. Et vous allez voir que malheureusement dans les prochaines semaines, ça va s'accélérer. Et malheureusement, il n'y a pas d'issue dans la mesure où déjà nos modélisations, on va vous en parler après, sont vraiment sèches, quoi, hein. Donc voilà. Donc le risque de sécheresse. Ce qu'il faudrait à la limite, c'est un zonal en fait. Ouais. Mais bien sûr, mais malheureusement, tu vois la date, on est le 14 avril. On arrive à une période où le zonal, il est réduit à sa plus simple expression. Déjà qu'on l'a pas beaucoup eu cet hiver, et donc ça va être compliqué. Maintenant, la seule chance pour avoir de l'eau dans des proportions assez importantes, c'est une goutte froide bien placée.
ou bien un Talweg bien placé encore une fois. Donc voilà, c'est autant dire que c'est pas évident. Tu provoques des remontées plus orageuses. Voilà, mais sachant que les pluies orageuses, encore une fois, elles favorisent la végétation, mais pas les nappes phréatiques parce que ça ruisselle aussi assez rapidement. Donc Les pluies d'orage sont très très aléatoires en plus. Ouais, bah c'est sûr. Alors voilà, donc ça c'est la première. Donc pour Olivier, donc le risque de sécheresse, il est clair. Donc cet été, ça risque malheureusement à coup sûr d'être tendu. Il n'y a pas de mystère. Maintenant, on va aborder plutôt la partie canicule parce que vous nous parlez de canicule. Et donc le risque de canicule, également est présent pour cet été dans la mesure où, mais ça on en reparlera peut-être d'ici quelques temps. Les modèles saisonniers, les modèles sont assez unanimes pour aller vers une période de chaleur, on va dire, de temps plus chaud que la normale, clairement, ce qui est d'ores et déjà le cas de toute manière. Et donc ça devrait perdurer sur mai, sur juin. Après, il faudra voir les niveaux, hein. Et sur juillet et sur août. Notamment, on a juillet aussi qui est vu très chaud, hein, avec possiblement un risque de canicule. Alors tout ça, c'est des modélisations saisonnières, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais globalement, on a toujours à peu près la même tendance qui revient, quoi. Et donc, le risque de canicule est bien présent pour cet été. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on... Voilà, pour la chaleur, j'en dirai pas plus parce que c'est difficile d'en dire plus, mais ça va être tendu tout ça. Ça va être tendu. L'été risque d'être... Voilà, je ne veux pas faire dans le sensationnalisme, mais l'été risque d'être chaud et sec, vraiment, quoi. Alors juste pour terminer, il y a encore d'autres questions. Donc j'ai Olivier qui me dit qu'il habite Bordeaux et qu'il ne pleut plus, ou presque plus depuis août 2016. Ouais, c'est ça correspond. Tout à fait ça. C'est du jamais vu ici depuis longtemps, d'après mes grands-parents. Oui, je comprends tout à fait. Je pense que c'est ça. Je comprends. Ça fait place des précipitations même dans le sud-ouest avec la récurrence des situations anticycloniques. L'anticyclone restant très souvent à proximité de l'Atlantique, les pluies étaient rares sur les. Ah oui, non mais clair. Ça tu le fais bien de le dire parce que de toute manière, avec les hautes pressions qui sont souvent calées quand même plutôt vers l'Atlantique, forcément la partie ouest de la France est très touchée. On a le centre-ouest qui est très sec. C'est ça qu'on voit en plus sur l'anticyclone des Açores qui est toujours en train de s'étendre à perpète vers le nord. Vers la mer du Nord, la mer d'Arctique même. C'est le schéma qu'on a le plus vu cet hiver d'ailleurs, et qu'on voit encore maintenant et qu'on verra la semaine prochaine. Donc forcément ça favorise une sécheresse sur les régions de l'ouest de la France, le Grand Ouest globalement, auquel on ajoute bien sûr. C'est vrai que ça m'intrigue quand même pourquoi les hautes pressions vont toujours sur ce chemin-là en ce moment. Pourquoi elles prennent toujours ce chemin de je dirais que si on avait la réponse à cette question, ça ferait déjà un moment qu'on en parlerait, mais on n'a pas réellement de réponse. Alors, qui persiste pendant des mois et des mois, mais. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'on a des effets de balancier, c'est-à-dire que on a des Talweg atlantiques qui ont tendance à plonger, donc du coup ça fait un afflux, ça aide à l'anticyclone des Açores à s'étendre vers le nord à partir du proche Atlantique, ça c'est vrai, mais le pourquoi du comment, complètement, honnêtement, on n'est pas capable de le dire. Moi, pas plus que d'autres. Et je dirais que vous allez écouter d'autres prévisionnistes professionnels. Moi, je suis pas professionnel d'abord, mais d'autres prévisionnistes professionnels, ils ne sauront pas vraiment vous dire le pourquoi du comment, quoi. Donc voilà, on a une période où l'anticyclone est très robuste sur l'Atlantique et voilà, donc sans qu'on sache vraiment pourquoi. Voilà. Alors il y a une autre question avant peut-être de parler des prévisions. J'ai Mathis qui me parle, que je salue aussi. Donc la tendance d'un été chaud et orageux ne pourrait-elle pas évoluer en été chaud et sec avec une sécheresse de surface? Cela pourrait peut-être limiter la formation d'orage. De toute manière, encore une fois, on en parlait l'autre jour, Kevin d'ailleurs. Mathis. Voilà, on sait pas. L'été chaud, on pense que. Ça va encore un peu loin, mais la tendance pour l'instant est vers orageux toujours, mais il faut voir avec les persistances anticycloniques, c'est pas évident de savoir. Pas évident, parce qu'on voit avril devait être humide, on peut se poser des questions. On voit que sans arrêt, l'humidité est repoussée, donc c'est quand même assez. Elle finira par revenir un jour, mais bon. Je vois il y a quelques jours, une dégradation était prévue pour la semaine prochaine sur la majorité de la France. C'est réduit, il change à chaque fois. La dégradation, elle a fait chou blanc, elle a été remplacée par un flux de nord-est qui, à mon avis, sera assez frais mais sec. Tu l'as vu, Morgane. Sur l'ouest de la France. Tu l'as vu, Morgane, comme nombre de dégradations qui ont été revues comme
misérables, faut dire les choses, pour ne pas dire rien du tout. On les Elles fondent comme neige au soleil, si je puis dire. on les compte plus, donc voilà, et ça c'est une tendance. Donc c'est pour ça. Et moi, ce qui m'inquiète à côté de ça, c'est que je vois les remontées chaudes comme celle qu'il y a eu le week-end dernier. Bah, elles ont tendance à être revues un petit peu à la hausse en s'approchant de l'échéance. Pour appuyer cet exemple, je vois quelques jours avant, pour le week-end dernier, on attendait 23 degrés à Limoges samedi après-midi. En s'approchant de l'échéance, il en était prévu 26. C'est monté jusqu'à 27 degrés à l'ombre quand même sur les bords de Vienne. Ouais, mais J'ai envie de dire, ça peut tout dire pour l'été prochain, même l'été dernier, lors du pic de forte chaleur en juillet. On attendait des températures à la base très chaudes, mais bon, pas exceptionnelles, à 34-35 degrés à l'ombre à l'origine. Et résultat des courses, le jour le plus chaud, la veille, il était annoncé 39 par Météo France sur la capitale limousine. Et c'est effectivement monté à 38-39 par endroit, 38 degrés à l'ombre plus exactement à Limogesville. Ça veut tout dire. Alors que Non, mais bon. Les descentes froides, elles ont tendance à être atténuées en s'approchant de l'échéance. Non, mais en plus, elle est atténuée et décalée vers l'est. C'est-à-dire que mais ça, on va en parler après. Mais je voudrais d'abord finir de répondre à la question de Mathis. C'est normal de répondre aux questions. Et c'est une question qui est tout à fait intéressante parce que c'est vrai que pour l'instant, on aurait tendance à voir, et voilà, et Kevin l'a dit d'ailleurs, et je le rejoins complètement, on a plutôt tendance à avoir un été peut-être donc chaud, ça c'est clair. Ça, voilà, les modèles sont unanimes pour voir la chaleur, ça c'est sûr. Ouais, Et la chaleur, elle est acquise pour les... quasi acquise. Voilà, on en est à un point à se dire ça, quoi. Bon, si on a de la fraîcheur, franchement, c'est à se dire quand on l'aura sur un malentendu, quoi. Enfin bon, voilà. Bon, Là, je suis en train de regarder les modélisations des pressions en vue de l'hémisphère nord. Et j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais le vortex polaire, il a une sale gueule. oui, mais c'est normal. Kevin en arrive au mois d'avril-mai. Il peut avoir qu'une sale gueule. Le vortex polaire, il n'existe plus à partir d'avril-mai. C'est normal. C'est normal. Alors je disais, donc été chaud. Plutôt actuellement sur les modèles saisonniers, on voit des possibilités d'orage, notamment sur juin et août. Mais encore une fois, bon, ça reste que des modélisations saisonnières. C'est avec toutes les pincettes qu'on doit prendre, ça c'est clair. Et donc effectivement, ça peut, malheureusement, moi c'est ma crainte, je le dis franchement. C'est une crainte, donc c'est pour dire. Moi j'ai peur que ça se transforme en été chaud et sec, comme tu dis, Mathis. C'est très possible. Avec la sécheresse généralisée, effectivement, sécheresse de surface, et puis sans parler des problèmes au niveau des nappes phréatiques, ça c'est clair. Et de toute manière, après, quand on se retrouve dans des cas comme ça, effectivement, on se retrouve donc avec des nappes phréatiques basses, avec une végétation qui est jaunie, qui est parfois cramée dans certains secteurs, donc moins d'évapotranspiration, donc moins d'humidité, donc pour avoir des orages, je dirais notamment d'évolution diurne, c'est-à-dire pas obligatoirement des orages de front froid ou des orages préfrontaux, pour avoir des orages d'évolution diurne, effectivement, on a un manque d'humidité parfois et qui peut limiter, et c'est tout à fait réel. Alors c'est plutôt après ça joue aussi sur des caractères de paramètres locaux également aussi. Attention, parce qu'il y a des secteurs des fois où on peut avoir plus d'humidité que d'autres qui peut favoriser des orages. Donc c'est vraiment tout ça est à nuancer, mais ça peut limiter effectivement la formation d'orages. Donc voilà. Après, les orages, donc, comme on en parlait avec Kevin il y a 2-3 jours, tout ce qui engendre de toute manière formation d'orage, il faut qu'il y ait une synoptique, une configuration favorable. Et après, que ce soit sec en basse couche, que la végétation soit jaunie ou sèche et qu'il y a peu d'évapotranspiration, mais que vous ayez des bonnes conditions de configuration générale, à ce moment-là, les orages, on les aura quand même. Donc voilà, encore une fois, c'est des orages à base élevée. Ouais, voilà. Encore une fois, on peut en parler des heures. Tout ça est à nuancer. Donc, mais j'ai effectivement la crainte, moi, que la tendance de l'été chaud et orageux qu'on voit un peu là, de se transforme en été chaud et sec. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça aussi. Voilà. Alors, je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions avant d'entamer une partie peut-être un peu plus prévision, parce que je pense qu'il y a des auditeurs auditrices qui ont envie de savoir un peu ce week-end, bon, même s'il n'y a pas grand suspense. J'ai Dominique Massé qui nous dit
Sommes-nous à l'abri d'inondations flash comme l'année dernière? Ah bah actuellement oui, là, oui, pour le moins. Les inondations comme l'année dernière, là, c'est pas du tout d'actualité. Et vu les prévisions, pour l'instant, on a le temps de voir venir avant de voir des pluies un peu plus importantes. Là, on a vraiment le temps, quoi. Dominique RR, Dominique que je salue bien, donc qui me disait que février et mars ont été dans les normes côté précipitations sur Bordeaux. Oui, donc ça, pour corroborer qu'à l'échelle nationale aussi, c'était mieux sur février et notamment sur mars, avec une pluviométrie quand même un peu meilleure, hein, ça c'est clair. Et j'ai Quentin qui répond à Dominique Massé: si jamais les sols sont très secs, voire cramés, l'eau coule sur les sols et ça entraîne des réactions très rapides des cours d'eau. Oui, alors oui, ça oui, je l'ai pas mentionné. Inondation flash, oui, effectivement, mais en cas d'orage très localisé, effectivement. Hein. Mais bon, pour l'instant, Quentin, j'ai pas donné cette réponse dans la mesure où pour l'instant ça en prend pas le chemin. Voilà, donc on verra. Après, il y aura bien forcément des orages à un moment ou à un autre sur mai ou juin. On va quand même pas imaginer 2 mois sans orage, Kevin, quand même, pas abuser. C'est compliqué. Ça me plairait pas. Bah moi non plus, moi j'aime bien quand même, mais bon. Quand on voit l'été 2016, juillet et août, qui a été presque dépourvu d'orage par endroits. Ouais, par exemple à Limoges. Ouais, c'est vrai. Le tonnerre claquait beaucoup. À ceci près que Morgane l'année dernière, entre avril et juin, on avait eu pas mal d'orages hein, quand même, parce que donc c'était plutôt dans la période humide, on va dire. L'orage parfois très violent même par ici. Voilà, donc on verra. Hein. Moi je sais pas. Après c'était la disette, la suite de l'été. Ouais, c'est clair. On verra. Mais bon, pour l'instant, parler d'inondation, oui, localement, si vous avez un orage violent, effectivement, mais bon, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Enfin, pas sur ce mois d'avril, en tout cas. On verra sur mai, sur juin, bon, on verra. Ça c'est un autre sujet. Voilà, bah écoutez, moi, ce que je vous propose, Morgane, Kevin, puis auditeurs, auditrices, on vous parle un petit peu du week-end pascal. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, honnêtement, hein, mais bon, on va en parler, hein. Alors moi, demain, on va parler de demain hein, déjà. Hein. Bon demain, on va voir quand même. Ça va être assez nuageux demain, hein. Notamment. Il y a un passage, j'ai regardé un peu, il y a un passage d'un petit front froid, je crois. C'est vrai. Je suis d'accord. Qui se déstructure au passage d'ailleurs, mais. Ouais, il va se il arrive demain matin, il sera effectivement sur les côtes de la Manche plutôt, en descendant un peu vers l'Île-de-France, sur les Ardennes. Alors ça sera quelques gouttes, hein, franchement. Quelques ondées éparses, mais ça sera pas grand chose. Les pressions sont élevées. Oui. Voilà, les pressions sont très élevées, donc ça sera pas grand en termes d'eau, ça va être peanuts, si on peut dire. Voilà. C'est un front qui évalue en haute pression. Voilà, donc c'est un front froid et après dans l'après-midi, il va descendre un petit peu, mais tout en étant très. Descendre, il va rester atténué. Ah ouais, il va mourir. Il va structurer complètement. Même. Ah, il va frontaliser, comme on dit. Il va mourir sur place. Et il s'étalera l'après-midi, alors je parle de demain après-midi, notamment des Pays de la Loire, jusqu'à la Lorraine, grosso modo. Alors encore une fois, quelques gouttes, hein, par-ci, par-là. Vous aurez quand même les éclaircies qui reviendront sur les côtes de la Manche demain après-midi, alors que demain matin, ça sera très, très gris et un peu bruineux, on va dire, ou quelques pluies. Et partout ailleurs, vous aurez un temps souvent plutôt agréable quand même. Bon, enfin, pas mal de nuages demain quand même, hein, du sud-ouest vers le centre-ouest, pas mal de nuages vers le massif central en remontant vers l'Alsace, même vers Rhône-Alpes, nord Rhône-Alpes, ça sera assez nuageux, plus nuageux que les derniers jours. Et demain après-midi, un risque d'averse aussi sur les Alpes du Nord, le Jura. Petit risque d'averse. Et voilà ce qu'on peut dire. Petit risque d'orage aussi, éventuellement sur les Pyrénées, mais ça sera des orages très 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 localisés. Et du vent par contre demain, hein, un peu de vent un peu partout, nord-ouest, ouest-nord-ouest. Surtout sur la moitié nord, 30-40 km/h grosso modo, Mistral tramontane près de la Méditerranée, beau temps bien sûr sur le pourtour méditerranéen et en Corse, pas de soucis de ce côté-là, et des températures plutôt agréables encore demain, il n'y a rien à dire, demain matin, entre 7, 8, 9, 10 degrés en général, 11 degrés, on a 11, 12, 13 degrés en allant vers le sud. Et l'après-midi, ça sera grosso modo. Ça baissera un peu quand même demain après-midi, hein, notamment sur la moitié nord. Ça baissera par rapport à cette semaine dans l'ensemble. Ouais. On sera plus vers des températures de saison, voire un peu fraîches sur le nord.
C'est vrai. Et demain après-midi, on aura du mal à atteindre les 13-16 degrés. Ouais, 12 à 16 degrés. Non, 13-16 degrés sur la moitié nord. 13 à 15 degrés généralement. Ouais, on aura du mal. Le flux général a tendance à basculer progressivement vers le nord. Ouais. Exactement. Et ça, on le voit déjà. Hein. Et sur la moitié sud, bon, les températures resteront plutôt d'un bon niveau, mais un peu en baisse quand même. Hein. On atteindra souvent les 17, 18, 19 degrés. Un peu plus, bien sûr, en basse vallée du Rhône, près de la Méditerranée. Voilà, donc bon, ça encore, on commence la descente, petit à petit là, des températures. On commence la descente. 23 degrés en Méditerranée. Voilà. 22, 23. Ouais, 22, 23, grosso modo. Donc on commence la descente tout doucement. C'est quand même plutôt de saison malgré tout. Hein. Ah bah demain. De saison. Bah ouais, non, mais demain c'est encore agréable, hein, y a pas de souci. On part de tellement haut aussi, hein. Bon, voilà quoi. Donc bon, ça peut pas être. On part là, il a fait quand même très bon aujourd'hui. Globalement, hier aussi, donc voilà quoi. Alors attendez un instant. Je reviens. Excusez-moi. L'animal qui veut sortir de la pièce. Voilà. Oui, donc dimanche, dimanche, ça sera un peu mieux que demain. Dimanche. Plus de. Il y a un petit front chaud qui passe aussi, j'ai vu. Ouais, minus. Ouais. Minuscule. Un peu d'humidité quoi. Un tout petit peu d'humidité, ouais, mais vraiment au nord de la Seine, quoi. Nord de la Seine en allant vers les Ardennes. Pour le nord-est. Ouais, en pur après il va glisser vers le nord-est, effectivement. Quelques gouttes possibles, mais vraiment ce sera pas grand chose. Donc ça sera du coup un dimanche assez nuageux, hein, du Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, pardon, j'ai du mal toujours avec les Hauts-de-France. Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, jusqu'en Normandie, Alsace, ça sera un peu gris dimanche, avec quelques gouttes. Par contre ailleurs, sur le reste de la moitié nord, ça sera un peu mieux que la veille quand même, ça sera mieux que demain. Plus d'éclaircies, même si ça sera encore variable, avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Et sur la moitié sud, ça sera plutôt beau, un peu nuageux encore peut-être vers le nord Rhône-Alpes, vers le Limousin, mais bon, quand même des éclaircies qui seront assez larges. Et par contre, grand beau temps sur le quart sud-est de la France, vers les Pyrénées également, en Corse aussi, il fera plutôt beau. Et puis, toujours un peu de vent sur la moitié nord, un petit vent d'ouest-nord-ouest. 30-40 km/h, notamment près des côtes de la Manche, et Mistral et Tramontane près de leur domaine aussi. Et puis des températures qui vont, je sais pas si tu vois Morgane notamment, qui continuent à baisser dimanche matin, petit à petit, on perd des degrés. Sur la moitié nord notamment, on sera pas loin, peut-être en race campagne, on sera peut-être pas loin de la gelée blanche. Des gelées blanches qui pourront se produire. En race campagne, assez loin des villes, parce qu'on voit on sera souvent à des on sera souvent à des niveaux de 2-3 degrés, 2-3-4 degrés. A priori, dans les jours à venir, ça va s'accentuer ces gelées un petit peu dans l'est. Surtout, on va en reparler la semaine prochaine, quoi. On y arrive. Hein. On y arrive. Et donc dimanche matin un peu frisquet, notamment sur la moitié nord, moitié sud aussi. Alors les températures vont quand même baisser le matin aussi. Et l'après-midi, par contre, ça sera plus ou moins stationnaire, où on perdra peut-être 1 degré localement par rapport à demain. Souvent de 13 à 17 degrés sur la moitié nord. Et la moitié sud de 16, 17 jusqu'à 22, 23 degrés sur le bord de la Méditerranée, quoi. Donc on sera grosso modo plus ou moins assez proche des normales saisonnières. Donc dimanche, ça sera pas si mal pour un dimanche de Pâques, sauf dans le nord-est. Par contre, vous serez au bord de la mer ou près des côtes, ça sera très agréable. Voilà. Côte atlantique et Méditerranée surtout. Alors pour lundi, on reste toujours à peu près sur cette tendance, avec un flux de nord-est qui se met en place, comme on disait tout à l'heure, avec donc cette grosse cellule anticyclonique près des îles britanniques, ces dépressions du côté de la Scandinavie, et donc nous, on va se retrouver dans un goulot d'étranglement, où on va se retrouver avec un flux de nord à nord-est de plus en plus frais. Et donc lundi, on se retrouvera avec un dégradé nord-est-sud-ouest. Donc dans le nord-est, sur un bon quart nord-est, vous aurez un temps quand même bien de plus en plus gris, avec même un front a priori qui devrait arriver lundi. Il y en a un front froid qui devrait arriver. Un front froid. Qui va marquer, je dirais, l'arrivée d'un froid un peu plus important, avec donc quelques pluies. Après, ça reste à affiner. J'ai pas regardé vraiment l'intensité de cette perturbation. Je suis pas sûr que ça soit très 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 intense, dans la mesure où les pressions vont quand même rester assez élevées.
C'est là qu'on voit, en plus, j'ai regardé aussi, il y a une extension d'une dorsale sur l'Atlantique. C'est pour ça que ça bascule, le Talweg bascule un peu et ça le concerne un peu par l'est surtout. Ouais, mais ça sera assez faible, hein, je pense, en termes d'activité. Donc quelques pluies lundi sur un bon quart nord-est. Hein. Sur une tranche centrale de la Bretagne jusqu'au Jura, bon, grosso modo, ça sera de plus en plus nuageux au fil des heures, mais bon, voilà, il y aura quelques éclaircies encore. Et puis sur une moitié sud, du beau temps, toujours lundi, beau temps, quelques nuages sur peut-être du nord de l'Aquitaine jusqu'à Rhône-Alpes, mais plutôt du beau temps. Mistral tramontane, toujours, 50-60 km/h, grosso modo. Et voilà, donc et des températures qui vont pas. Lundi, ça va pas trop baisser parce que comme ça va être de plus en plus nuageux sur le nord, ça va quand même, dans un premier temps, annihiler la baisse des températures parce que donc couverture nuageuse garde forcément un peu de chaleur en basse couche. Donc le matin, il fera pas plus froid que dimanche matin, il fera souvent entre 4, 5, 6, 7, 8 degrés sur la moitié nord. Moitié sud un peu plus frisquet par contre le matin, notamment vers le massif central, vers Limoges, où on pourrait pas être loin lundi matin de la gelée blanche dans certains secteurs. Et Limoges, lundi matin. En race campagne, 3, en race campagne. 4 degrés. Hein. Tu sais, en race campagne, ça peut vite descendre à 0,1 hein, dans le secteur un peu plus froid. Et là, dans les campagnes abritées, ça descend facilement. Même en ville, je vois la station de Limoges Sud que je regarde très souvent. Par ciel dégagé, ça descend très facilement. Ouais, c'est ça, il suffit. Cette semaine, ça descendait parfois à 1 ou 2 degrés. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'à Limoges, il suffit que 3 degrés, tu peux vite être à 0 dans certains secteurs, pas si loin, quoi. Donc voilà. Limoges, ça dépend. C'est quand même pas mal vallonné comme ville. Du coup, tu as des secteurs en vallée où ça descend beaucoup. En ville, vers chez moi, ça descend un petit peu moins. Et puis, tu as l'aéroport. Partant calme et sec, surtout avec de l'air doux en altitude, les nuits sont rarement froides. Ouais. Et C'est donc, là qu'on voit qu'il y a de fortes différences de température matinale d'un point à l'autre du département. voilà. Et donc les températures maximales lundi, on aura une baisse quand même déjà bien perceptible sur la moitié nord. Hein. On aura du mal à atteindre les 13-15 degrés. Hein. Un peu plus doux vers la Bretagne et vers le centre-ouest momentanément, mais 13-15 degrés maximum sur la moitié nord lundi. Moitié sud, ça restera encore correct pour la saison, largement correct. Souvent de 17-18 degrés jusqu'à 22 degrés. Même peut-être 23-24 degrés localement près de la Méditerranée. Donc lundi, ça sera quand même encore plutôt sympa, quoi. Enfin, sur la moitié sud, tout du moins. Et puis, mardi, mercredi, mardi, le front froid va glisser encore vers le sud. Là, on aura peut-être à l'arrière du front froid, mardi, du nord-est, là, vers le nord-est, en descendant vers le centre-est, vers le nord des Alpes, un peu d'averses et peut-être même de la neige sur les massifs à assez basse altitude, hein, après à affiner. Hein. Momentanément, il pourrait neiger à assez basse altitude sous ces averses. Alors, ce ne sera pas des averses très généralisées, mais enfin tout de même, quoi. Mais bon, ça reste encore à affiner, quoi. Hein. Moi, mardi, je vous cache pas que mardi, c'est encore pour moi loin dans ce genre de configuration, et je regarde jamais trop dans le détail quand c'est aussi loin, quoi. Moi, on sait pas trop jusqu'où pour aller la potentielle humidité, les averses, voire les gibes. Tout à fait, ça dépend déjà. Alors l'amplitude de la descente froide n'est pas complètement cernée à 100%. Déjà, est-ce que ça va, sur les modèles, ça peut se décaler un peu plus vers l'est ou se décaler un peu plus vers l'ouest. Donc du coup, ça change un peu l'orientation pour la France. Donc effectivement, mardi, on est déjà dans la zone où on a une certaine des incertitudes, quoi. Moi, si j'en reste à ce soir, il y en a plutôt des averses mardi, plutôt entre l'Alsace, la Lorraine, Franche-Comté, nord des Alpes, et donc nord, Pas-de-Calais jusqu'à la région Rhône-Alpes. De toute façon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a rien de franchement perturbant. Oh non, c'est non. Je vois, ça reste très sec à l'ouest et au sud. Ah bah oui, là il y a pas. Et là il y a pas de doute, il y a quasiment pas de doute. Le doute c'est vraiment c'est le nord-est, quoi. Enfin, le nord-est, c'est notamment entre les Hauts-de-France, le Massif central, à voir si ça va peut-être s'étendre jusque-là. C'est pas sûr, hein. C'est assez étonnant de voir que les seules précipitations qu'on arrive à avoir, elles ne trouvent comme chemin d'entrée que le nord de la France, alors qu'habituellement elles viennent par l'ouest. Bah merci l'anticyclone. Hein. Voilà. Elles viennent habituellement par l'ouest, seulement il nous manque quoi pour ça? Un fusionnal. Alors voilà, c'est ça. Alors justement. Les perturbations par l'ouest. La porte fermée. Ben ouais.
Et donc mardi, donc on verra, mais bon, en tout cas, il pourrait neiger. Je suis en train de regarder en même temps que je vous parle les modèles. Et il pourrait neiger à relativement basse altitude sur les massifs de l'Est. Je suis en train de regarder. Ouais, il peut neiger à partir de 1000 mètres. 1000 mètres, peut-être même les Vosges momentanément, 800, 900 mètres, c'est possible. Alors, ce qu'on peut surtout retenir, c'est qu'il va faire un peu plus froid dans l'Est et avec des gelées plus généralisées, quoi. Alors, donc bien sûr, on le disait, mardi, donc, et par contre, beau temps mardi sur la façade ouest, sans problème. Sur le sud-ouest, très beau temps aussi. Sud-est, quart sud-est, beau temps aussi. Corse également, parce qu'on aura certainement du Mistral et de la Tramontane aussi, du vent en Méditerranée. Et donc voilà, et donc des températures qui vont baisser, mais on n'aura pas encore vraiment de gelée mardi matin dans la mesure où on aura une couverture nageuse assez importante dans le nord-est et sur du nord au nord-est jusqu'au massif central, on aura quand même pas mal de nuages, donc ça va encore limiter la... Moi je crois pas qu'il y aura des gelées très importantes mardi matin. On aura encore des températures froides le matin, mais enfin pas de grosses gelées a priori. Je pense que le matin sera plutôt entre 2 et 4 degrés sur le nord-est. Ouais, voilà. Et par contre, donc l'après-midi, on aura quand même la fraîcheur qui va monter en cadence sur le nord et l'est, quoi, clairement, où on aura quand même du mal à atteindre les 11-12 degrés, maximum 13. Par contre, la moitié sud, sud-ouest, ça sera encore acceptable, quoi, de saison, sans problème, où on aura souvent 17-18 degrés, 17, 18, 19 degrés de moyenne. Donc, sachant qu'au bord de la Méditerranée, on pourra toujours atteindre plus de 20 degrés, peut-être dans certains secteurs. Voilà. Et donc, mercredi, on reste plus ou moins un peu sur cette tendance. Peut-être quand même, a priori, alors, c'est pas facile mercredi, on est loin en échéance, quoi. Mais peut-être un peu moins d'humidité quand même dans l'Est. Je pense que ça va déjà s'assécher assez largement mercredi. On aura peut-être encore un risque d'averse retardataire près des frontières suisses notamment et allemande éventuellement, mais ça deviendra plus sec, mais ça sera encore nuageux je pense un peu dans le nord-est, pas mal de nuages je pense entre le nord et les régions centrales, mais bon quand même des éclaircies partout ailleurs. Mercredi toujours du beau temps sur la façade ouest, sur le sud-ouest, sur le sud-est également, peut-être un peu plus d'instabilité comme la descente froide va atteindre la Méditerranée, peut-être un peu plus d'instabilité vers le sud des Alpes qui pourrait déborder sur la côte d'Azur l'après-midi avec une averse. Peut-être une averse aussi du côté de la Corse également. Des températures, par contre, mercredi matin, à mon avis, un peu plus à surveiller en termes de possibilité de gelée matinale, notamment entre le nord et le nord-est, parce que, à mon avis, la nuit de mardi à mercredi sera déjà plus dégagée que la nuit précédente, donc ça pourrait tomber un peu plus bas, mais ça sera affiné. Éventuellement, on pourrait avoir des gelées matinales mercredi matin, c'est possible. Après, moi, je vous donne pas de valeur parce que c'est difficile, c'est encore loin. Encore là, on a des craintes parce que du coup, qui dit gelée matinale dit possibilité de dégâts sur les végétaux là actuellement, qui sont largement avancés et en fleurs, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes, quoi. Voilà, et donc l'après-midi, température toujours fraîche sur la moitié nord, pas plus chaude que la veille, ça c'est clair. Si on a atteint 11, 12, 13 degrés, ça sera le bout du monde. Peut-être un peu plus doux quand même vers la Bretagne, bien sûr, sous le soleil. Par contre, sur la moitié sud, température toujours plus ou moins à peu près du même niveau, 17, 18 degrés de moyenne. Ça restera correct. Ouais. Sachant qu'on aura quand même toujours certainement pas mal de Mistral et de Tramontane au bord de la Méditerranée, pas mal de vent, donc ça sera pas toujours agréable, quoi. Et pour la deuxième partie de semaine, moi je vous donne une tendance un peu qui mérite quand même d'être affinée. Parce que la fiabilité baisse encore forcément. Moi je pense qu'on va vers une amélioration, une amélioration si on peut dire, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y aura une grande dégradation la semaine prochaine quand même. On va vers des conditions anticycloniques qui vont à nouveau se généraliser plus ou moins à toute la France, donc ce qui veut dire que le nord-est du pays va retrouver des conditions un peu plus ensoleillées entre jeudi et vendredi. Belle bulle anticyclonique qui s'installe encore sur les îles anglo-normandes. Ouais, voilà. Donc du coup, le flux sera toujours un peu au nord quand même. Donc ça sera pas non plus obligatoirement plein soleil. Ça peut nous ramener un peu des nuages bas sur la moitié nord entre jeudi et vendredi de la mer du Nord. C'est pas voilà. Donc ça sera. Moi, je le vois surtout axé est, surtout, on va dire, mais bon. Attends. En sud-est principalement. Ouais, mais t'as un flux. Ouais, c'est pas franc quoi.
Moi, Enfin, c'est anticyclonique, c'est pas quelque chose de fort, on va dire, c'est un peu mou, faut dire aussi. Attends, je regarde. peut être un peu varié. Je peux te dire des bêtises, moi aussi, des fois. Hein. Ah, on est un flux de nord-ouest quand même, plutôt, hein, entre jeudi et vendredi. Hein. Parce que moi, je regarde le CEP. Hein. Excuse-moi, je prends plus le CEP comme référence. Bon, je sais pas si tu regardes le CEP. Moi, je suis sur le CEP. Donc, si tu regardes les vents à 850 hectopascales, tu vois que le vent est plus orienté nord-ouest, quoi. Nord-ouest sur la moitié nord et est sur la moitié sud. C'est la courbure est. Ah, ouais, avec CEP, ouais. Et si tu veux, avec la courbure est, tu l'as plus sur la moitié sud. Bon, moi, c'est vrai que je prends plus le CEP en référence parce que le CEP à cette échéance, pour moi, il est meilleur que le GFS. Je suis désolé. Donc bon, voilà quoi, ça change pas. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, moi, je pense quand même que globalement, on va quand même vers du mieux jeudi, vendredi. Peut-être des nuages bas quand même sur la moitié nord par moment avec ce flux maritime. Petit risque d'averse jeudi, à mon avis, retardataire vers la Côte d'Azur, l'extrême sud-est et la Corse. Enfin, ça ne sera pas grand-chose. Et voilà. Par contre, l'RC qui atteindra ces régions, il y a des chances. Hein, par contre, jeudi, vendredi, je pense que vous allez être d'accord. Comme on aura un ciel plus dégagé, c'est là où on aura le risque de gelée matinale le plus important pour moi. Pour moi, c'est clair. Ça, je suis d'accord, hein, surtout pour jeudi matin d'ailleurs. Jeudi matin, parce que, alors, premièrement, donc ciel clair, souvent. Moins de vent aussi, certainement, jeudi. Donc, moins de brassage d'air. Donc, attention aux gelées matinales, notamment jeudi matin, dans de nombreuses régions, malheureusement, qui vont peut-être s'étendre un peu en direction du Massif central et du Limousin, ou dans ces secteurs-là, notamment, où on aura un risque quand même plus important que les matinées d'avant. Donc, il faudra voir après les valeurs, jusqu'à combien ça va descendre. Ça peut descendre à -2, -3. Bon, enfin, le problème, c'est que si ça descend à déjà -2, -3 pendant plusieurs heures, les végétaux peuvent subir pas mal de dégâts. Et à mon avis, le risque de gelée matinale est aussi important vendredi matin, parce que je vois que vendredi matin, la masse d'air se réchauffe pas particulièrement non plus. Donc, on aura 2 matins où ça sera vraiment... il faudra surveiller en termes de gelée matinale, quoi. Par contre, donc, les températures maximales auront tendance à remonter, du coup, avec l'ensoleillement un petit peu. On gagnera peut-être 1 ou 2 degrés jeudi, on gagnera encore 1 degré le vendredi sur la moitié nord. On reviendra vers des valeurs de 15-16 degrés vendredi, certainement. Et la moitié sud, on regagnera aussi quelques degrés, peut-être 19-20 degrés en moyenne, vendredi notamment. Et pour la suite, je vais pas être très bavard parce que ça demande... c'est loin. Surtout qu'en ce moment, les modélisations au printemps sont assez changeantes. Donc pour la suite, je pense qu'on risque de garder des conditions très anticycloniques entre le Groenland, les îles britanniques et l'Islande. Donc ça veut dire qu'on a un anticyclone qui est quand même à l'ouest et des conditions dépressionnaires sur la Scandinavie. Et donc nous on risque toujours d'être un peu au carrefour de tout cela. Donc éventuellement on pourrait avoir toujours un flux de nord à nord-est le week-end prochain, quoi. Mais peut-être plutôt agréable, mais à voir si on n'aura peut-être pas peut-être un petit front qui peut descendre du nord, je sais pas, faut voir. Dépend des décalages vers l'ouest. Alors, sachant que les modèles sont très différents les uns. Les modèles sont très différents les uns des autres. Le CEP est plus favorable éventuellement à un flux de nord, peut-être un peu plus nuageux le week-end prochain, alors que le GFS, lui, nous met carrément dans un flux d'est, avec une cellule anticyclonique qui se place sur la mer du Nord, et donc pour le coup, le GFS serait meilleur que le CEP, donc avec un week-end plus ensoleillé. À noter un petit restant de gouttes froides en Méditerranée, donc ça pourrait être peut-être un peu plus nuageux près de la Méditerranée que sur le reste du pays, mais bon voilà, c'est pour dire que, comme dit Kevin, la prévision pour le week-end prochain est assez complexe. Enfin, en tout cas, par contre, ce qui reste, c'est les côtés plutôt secs. Hein. Ça bouge pas, par contre. Hein. Parce que, voilà, là-dessus. Quand on regarde GEM, il est plus proche de la sortie de CEP, quand même. GEM. Moi, j'ai tendance toujours à mettre une petite option sur le CEP actuellement. Surtout que ces derniers temps, le CEP est quand même meilleur. Il n'y a rien à faire. Moi, je compare les modélisations à moyen terme. Au bout du compte, souvent, le CEP a une longueur d'avance quand même. Donc, le GFS, je lui fais une confiance très, très, très mesurée. D'ailleurs, le GFS, pour la semaine prochaine, si on prenait il y a 2-3 jours, on avait l'impression qu'on avait une méga vague de froid. Hein. Donc, franchement, bon, le GFS est souvent excessif quand même dans ces modélisations. Voilà. On verra. Bon, les vagues de froid, un peu loin, et puis bon, les vagues de froid, en réalité, elles sont bien atténuées par rapport à ces projections.
Donc voilà, bah écoutez, je vais quand même reprendre, voir s'il y a, est-ce qu'il y a des questions, Myriam? Non, j'en ai pas. D'accord, donc, pas de Ça questions. peut arriver, hein. Le temps qu'il réfléchisse. Alors moi je regarde si j'ai des questions aussi, sachant que j'ai des questions qui s'affichent pas, donc c'est bien. C'est les nouvelles mises à jour de Facebook, c'est assez catastrophique, je dois dire. Donc bon, on est obligé de faire avec. Pascal qui me demande s'il va neiger. Non, il va neiger en altitude, pas en plaine. En plaine. Ça semble pas possible. Quentin, et on saura les changements dans... alors ça parle toujours des changements climatiques, donc je comprends par rapport au sujet qu'on avait parlé un peu en début d'émission. Samuel qui me dit: j'ai constaté que les températures de l'eau en Europe, Manche, Océan et Méditerranée sont supérieures au normal, souvent 1 à 2 degrés. Oui, c'est vrai, tout à fait. Cela peut-il expliquer les récurrences ou prédire le temps à venir? Non, pas du tout. C'est une les températures, les SST, c'est intéressant pour certaines prévisions, mais par contre là pour la France, je dirais pour ce qui les masses d'eau qui sont environnantes, c'est plus une conséquence qu'une cause du temps. Hein. C'est-à-dire que si on a effectivement des conditions chaudes dans l'air sur la durée, forcément, en mer, on retrouve aussi cela, quoi. Hein. Donc ça n'a pas une grande influence. Voilà. Voilà, donc voilà, écoute, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des choses à dire, messieurs? Rien de spécial à ajouter, à part que je constate sur les modèles qu'on n'attend pas de vrais nouveaux coups de chaleur dans les jours à venir. Je voyais sur GFS qu'il y avait un nouveau coup de chaleur qui était attendu pour le milieu de la semaine il y a quelques jours encore, sauf qu'il s'est fait chambouler par le flux de nord-est et le refroidissement. Ouais, mais encore une fois, le GFS, je veux pas lui casser du sucre, mais vraiment, moi, je l'utilise de moins en moins parce que, mais à tout niveau, hein, même l'ensembliste, bon, est intéressant à regarder, hein, mais bon, mais je dirais que le GFS est trop versatile, quoi. Et par exemple, la semaine prochaine, je dois dire, bon, il a vu comme les autres une descente froide, mais enfin, il y a 2-3 jours, on avait l'impression qu'on allait avoir une descente sibérienne, quoi, pour l'époque, quoi. C'était bon. Ah oui. Et même quelques jours avant, enfin GFS. Ben voilà, quoi. Je veux dire, bon. On passe surtout sur le déterministe qui nous annonçait un été précoce de nouveau. Non, mais sur la moitié sud. Moi, le GFS, je le prends plus trop en référence pour les tendances à moyen terme. Bon, je le regarde pour certains aspects de la prévision. Hein. Je dis pas que je le regarde pas, mais par contre, le CEP me semble quand même plus fiable dans les grandes tendances. Même UCMO est mieux. Hein. UCMO est mieux aussi que le GFS actuellement. UCMO, dommage qu'il s'arrête à 144 heures, mais bon. C'est aussi la qualité de ce modèle. Donc voilà, après si on regarde, c'est vrai que ce soir si on regarde ce qu'on appelle nous les modèles ensemblistes qui regroupent différents scénarios des différents modèles, par exemple on a le NAEFS qui regroupe 40 scénarios américains et canadiens, c'est toujours intéressant à regarder. Quand on va un peu loin en échéance, quand on va au-delà du week-end prochain, mais bon, on voit toujours qu'on a cette patate anticyclonique qui reste calée entre l'Irlande et les îles britanniques, haute en latitude, hein, comme disait Kevin tout à l'heure, et toujours plutôt ces basses pressions entre la Scandinavie et la Russie. Donc pour nous, ça reste quand même favorable toujours à avoir un flux plutôt orienté au nord-est, quoi. Donc voilà. Donc à plus long terme, on voit pas de grands changements. Et donc si ça se préfigure de la manière dont on le voit, Morgane, ça devrait nous éviter d'avoir de gros coups de chaleur, on va dire, dans l'immédiat, quoi. Voilà. Oui. Donc peut-être qu'on va avoir une période, cette semaine ça sera plus frais. La chaleur amplifie la sécheresse d'autant plus. Hein. Ouais, enfin à quoi que le vent de nord-est dessèche aussi, hein. Donc après il faut voir. C'est l'un dans l'autre, je sais pas. Dessèche et pour les gelées n'arrange rien. Non, c'est pas terrible. Donc du coup faut voir. Mais peut-être qu'on va pendant la période on va dire peut-être les 15 prochains jours, on va éviter d'avoir les chaleurs qu'on a pu avoir là, hein, parce qu'on peut parler de chaleur. Hein. Donc voilà, on va revenir vers des températures plus... Chaleur, à partir du moment où on dépasse 25 degrés à l'ombre, on parle de chaleur. Il me semble. Hein. Donc le week-end dernier, par exemple, on peut le dire, était estival. Hein. Moi, j'ai vu qu'il y a eu un débat sur
sur la page de Guillaume Séchet, là, sur son profil perso, il y en avait un qui le critiquait. Il y avait quelqu'un qui le critiquait en lui disant pourquoi vous annoncez un week-end estival, c'est pas estival. Vous avez 23, 25 degrés, c'est pas estival. Enfin bon, il y avait un débat curieux sur ce mot, quoi. Alors que c'est 26 degrés, on parle de température estivale. Alors que début avril, quand on a de telles températures, franchement, c'est estival. Hein. Donc voilà. Largement, puis je m'en souviens, je sortais, j'avais chaud au soleil. Bah ouais. Je sais pas ce qu'il leur faut. Je cramais dans ma bagnole, même j'ai pris ma bagnole samedi après-midi. C'est même les sièges, un peu le levier de vitesse et tout, étaient brûlants. Hein. Mais donc du coup, je sais pas ce qu'il faut aux gens. Mais voilà, donc du coup les 15 prochains jours, peut-être qu'on va avoir des températures, on n'aura plus de coups de chaleur. Donc peut-être qu'on finira le mois d'avril avec un excédent ou du moins des températures plus raisonnables par rapport à ce qu'on a eu au mois de mars. À voir, à suivre. Ouais, peut-être que le coup de froid là à venir la semaine prochaine va permettre on va permettre de réduire un peu les excédents, quoi. Voilà. Donc, parce que je vois quand même à Limoges, on est pour l'instant à 19 degrés de température maximale moyenne. La normale, elle se situe plus aux alentours de 16 ou 17. Hein. Donc voilà, bah écoutez, moi c'est... Des jours de chaleur très précoce, même si bon, on n'a pas battu le record de 2011, bah premier jour de chaleur, on l'a eu le samedi 8. Hein. D'accord. J'ai relevé 26 chez moi, mais c'est monté jusqu'à 27 degrés dans Limoges. Et jusqu'à 29 degrés dans la région Limousin à Argentan en Corrèze. Hein. Une vallée qui surchauffe facilement en partant ensoleillé. Et ouais. Donc voilà, bah écoutez, moi, personnellement, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet ce soir, malgré je dirais que malgré la faible actu, on a quand même réussi à rester avec vous plus d'une heure. Hein. C'est pas si mal. On a parlé quand même pas mal. Par rapport à ce que je disais, c'est qu'en avril 2011, bon, on s'était approché des 30 degrés. À la station de Limogesville, c'est démonté à 29 degrés 3 exactement le 7. Hein. Et là, c'est quand même vraiment exceptionnel. Ouais, là, c'est ce qu'on peut appeler très estival même. Hein. Et là, si les gens disent que c'est pas estival, je sais pas ce qu'il leur faut. Hein. Même en été, c'est déjà une belle température. Non, mais après, il y a une... Après, bon, ça, c'est un autre débat. Moi, ce que je vois à droite, à gauche, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, excusez-moi du terme, sont déphasés, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on subit tellement des excédents de température à répétition, les gens commencent à croire que avoir 25 degrés début avril, c'est normal, quoi. Voilà. Non, mais j'ai vu, moi, je sais pas, vous avez dû le voir comme moi. Moi, j'ai des réactions qui me... Bon, après, moi, je les critique pas. J'ai l'impression qu'il y a des médias qui contribuent hein, quand ils annoncent le temps superbe, soleil, 25 degrés l'après-midi, début avril. Mais le problème, les médias déconnectent un peu les gens d'une réalité saisonnière. Hein. Oui, non, mais après, bien sûr, mais après les médias vont de toute manière un peu toujours dans le sens du public, hein, dans le sens du poil. Donc il y a bon, bien sûr, une majorité de gens qui ont plus envie de soleil que de pluie et de fraîcheur, de soleil et chaleur que de pluie et de fraîcheur, mais il y a un déphasage effectivement par rapport au fait que bon, maintenant, comme on est constamment au-dessus quasiment constamment au-dessus des normales, donc forcément les gens s'habituent, se disent bon 25 degrés début avril c'est normal. Non, c'est pas normal du tout, pas normal. Bon après on peut avoir une ou deux journées comme ça. De température au-dessus des normales, mais enfin, mais quand c'est sur des longues durées comme ça, c'est un peu préoccupant. Et donc voilà, donc il y a clairement, voilà, bon, ça on en parle entre nous, hein, Morgane, tu sais bien, mais Morgane, ouais, oui, il y a un problème, oui. Tu as un problème? Non, tu l'entends plus? Non, mais j'ai cru que, je sais pas, il y avait un drôle de son là. Et donc, moi je t'entends plus non plus. J'ai un souci. Ah bon, c'est Skype hein, qui a voulu nous faire, voilà. Et donc, non. J'entendais plus là pendant un moment. Ouais, donc voilà, c'était simplement pour expliquer qu'il y a un. Du déphasage, et puis là, bon, ça a coupé. Ouais, mais il y a un. Bon. Non, mais bon, voilà, quoi, c'est pas pour. Je pense qu'il y a. Je pense qu'une partie du public, malheureusement, ne se rend pas compte du réchauffement, un peu enfin, je dirais, de la mesure du réchauffement climatique. On en parle, mais derrière, il faut se rendre compte aussi qu'on a quand même. Dans les discussions, je tente de sensibiliser les gens que je côtoie hein, en leur disant que non, les excès de température récurrents qu'on a, c'est pas forcément normal, hein, que c'est une conséquence du réchauffement en quelque sorte. Hein. C'est comme je suis assez interpellé de voir aussi des fois sur des posts
Par exemple, vous avez moi je l'ai vu aujourd'hui, vous avez des rediffusions, des transmissions sur Facebook de bulletins télévisés. Ça peut venir de TF1, de LCI. Et donc vous avez bien sûr, c'est pas une critique encore une fois, mais bon, ça reflète quand même un certain état d'esprit. Vous avez après bien sûr des commentaires comme ici là, de personnes qui viennent commenter. Et on voit, enfin, moi je suis atterré de voir, enfin atterré, c'est peut-être un peu fort, mais je suis toujours un peu surpris de voir des gens qui réclament, disent ah il me faut du soleil, ah il me faut de la chaleur, ah il me faut du soleil, il me faut de la chaleur, ah il me faut du soleil pour mon barbecue, ah il me faut du soleil pour mon jardin et tout. Et aujourd'hui je suis tombé sur une publication comme ça, j'ai dit mais c'est pas possible, je dis mais enfin je dirais, enfin je veux dire bon, il y a la météo n'est pas à leur pied. Mais non mais je veux dire il y a une exigence par rapport à la météo, je me dis mais ils se rendent pas compte au bout d'un moment qu'on manque d'eau et que non. C'est leur petit bonheur là pour. Ouais, et je me dis barbecue du week-end. Et je me dis mais il y a un déphasage, il y a un déphasage et un manque de culture aussi, excusez-moi, mais terrible par moment parce que vraiment maintenant on va nous faire bientôt. En plus les médias n'aident pas. Alors à ceci près, je veux pas mettre non plus tous les médias dans le même sac parce que certains font l'effort parfois et j'en ai vu d'expliquer quand même. Attention, pas non plus tous les mettre dans le même panier. Mais je me dis, les gens maintenant vont croire, le public va croire que c'est normal d'avoir 25 degrés tout le mois d'avril, quoi. Et du soleil tout le mois d'avril. Donc moi ça me fait un peu peur, quoi. Voilà. C'était juste. Parce que c'est pas notre climat là, ou alors c'est que le climat méridional, voire espagnol, gagne de plus en plus vers le nord. Ouais, vers le nord de la France. Ouais, c'est la question qu'on peut se poser, évidemment, mais bon. Enfin voilà, c'était juste pour la. Qui me demande est-ce qu'il va y avoir du soleil ce week-end, est-ce qu'il va y avoir du soleil et tout. Et moi j'essaie de leur rappeler aussi dans la discussion, vous avez vu comme c'est sec, on a quasiment pas eu de pluie du mois d'avril. Mais moi ce que je vois, pour pas qu'ils soient emmerdés la journée. Alors moi ce que je vois, nous on est passionnés de météo, donc forcément on n'est pas objectif quoi. Donc c'est difficile. Donc nous on est vachement sensibilisés aux problèmes de sécheresse, aux problèmes voilà tout ça c'est clair. Mais moi ce que je vois et ce qui m'interpelle aussi, c'est que le grand public, ceux qui suivent la météo de loin, ça les interpelle pas du tout le fait. Enfin il y en a beaucoup, ça les interpelle pas du tout le fait qu'il pleut plus depuis des mois et des mois ou quasiment plus ou que c'est sec. Ça me laisse assez. Mais ça c'est pas en toi quoi. Entendu des collègues de bureau, il y en a ça les inquiète un peu qu'ils pleuvent pas. Après... Même un collègue qui me demandait il pleut quand et j'étais là ces prochains jours pas de vraie dégradation pluvieuse attendue si je puis dire, pas de véritable pluie. Ah non, c'est mortel. Il y en a qui s'en sensibilisent, il y en a qui ont un jardin et tout. Ceux qui ont des jardins, oui, ils sont sensibilisés. L'importance de la pluie. Ouais, non mais ceux qui ont des jardins, ils s'en rendent compte, ça c'est sûr. Non. Alors, après moi je suis pas. Les parents c'est pareil, ils s'en rendent compte, ils me demandent quand il pleuve, pour leurs plantes, pour leur végétation. Après moi je suis pas. Vous allez me dire que certes, mais il faut pas que ça. Ouais, vous allez me dire que je généralise, mais je veux pas généraliser à tout le monde, attention. J'ai juste surpris par une tonne de réactions basiques, on va dire, qui vont vraiment unanimement vers le soleil et la chaleur, comme si la marque c'était que le soleil et la chaleur, quoi. Comme si le temps c'était que ça, quoi. Donc, bon. Alors qu'après les gens ils sont les premiers à se plaindre des fortes chaleurs en été, dès qu'il fera 28 plus de 30 l'été, ils vont râler. Enfin voilà. Les mêmes qui râleront, qui diront il fait trop chaud, il n'y a plus d'air, machin. Je le vois comme ça en tout cas. Bon après les médias c'est sûr n'arrangent rien. Les médias souvent n'arrangent rien, ça c'est une réalité. C'est-à-dire que les médias sont les premiers pour nous alerter dans les périodes comme c'était la COP21, du réchauffement climatique, tout ce qu'on risque de connaître, que ça va être attention. C'est juste pour se donner une bonne image. Évidemment. De la réelle politique climatique. Évidemment. Mais par contre derrière quand il s'agit de alors encore une fois, il y a des exceptions, il y en a qui expliquent, attention, donc je veux pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. Mais enfin, il y en a quand même pas mal. Quand il s'agit par contre d'annoncer le beau temps, la chaleur, grand sourire, tout va bien, c'est super. Et à contrario, moi j'ai déjà surpris des présentateurs et présentatrices, je citerai pas les noms connus, télévisés, à faire une gueule de 6 pieds de long parce que demain il va pleuvoir, quoi. Donc bon, voilà, quoi. Je veux dire, forcément, comme si, c'est bon. Parce que ces présentateurs s'alignent sur les gens pour être recevable, quoi, je sais pas. Mais ça, de toute manière, ça va avec le reste, c'est que ça va vers un peu l'abêtissement de la population, vers le nivellement vers le bas. C'est crédible pour eux, en fait.
Donc voilà, moi J'aurais envie de reprendre un dicton que j'ai entendu aussi, pour illustrer tout ça, en disant que, en fait, le mauvais temps, bah, c'est celui qui dure, tout simplement. Hein. Oui. Quand il pleut trop longtemps, on en a marre, parce qu'il fait que pleuvoir. Bah, Quand bien il sûr. fait beau trop longtemps, c'est pareil, je serais tenté de dire. Hein. Non, l'essence du temps, enfin je dirais du climat tempéré, nous on a un climat tempéré, faut pas l'oublier, on n'a pas un climat méditerranéen, hormis le secteur méditerranéen comme on dit, hein, on n'a pas un climat méditerranéen, on n'a pas un climat désertique, hein, clairement, on n'a pas donc nous, l'essence même du climat tempéré, c'est les alternances de temps, normalement, vous avez... Un temps changeant, vous avez un peu de... Alors, pas tous les jours, bien sûr, il y a des périodes, plus ou moins, mais vous avez normalement des périodes de pluie, des périodes de temps nuageux, variables, des périodes de beau temps, bien sûr. Voilà, donc c'est ça, normalement, le climat tempéré, quoi. Donc, voilà. Alors, voilà, c'est pas du beau temps, c'est pas du soleil 365 jours par an, quoi. Non, c'est pas ça. Voilà. C'était pour la petite parenthèse, pour terminer l'émission. Et j'irai même plus loin, Morgane et Kevin, et puis les auditeurs, là. Il y a même des gens qui, des fois, parfois, peuvent accuser de dire ah, les médias, des fois, quand on parle de sécheresse, derrière, des fois, il n'y a même pas de croyance derrière. C'est dire, ouais, c'est encore de la manipulation des médias, c'est comme avec tout le reste, quoi. Donc, c'est ça le problème aussi. C'est que derrière, quand on. Par exemple. Non, mais c'est derrière, c'est comme tout le reste, c'est que maintenant, on croit que automatiquement, parce qu'on dit que c'est sec et tout, on manipule, quoi. On croit que c'est de la manipulation derrière. C'est ça le problème. Moi, j'ai lu des trucs comme ça, hein, donc bon. Voilà, bon, ma foi, mais bon, la sécheresse, elle se voit, quoi. Hein, on peut pas trop, au bout d'un moment. Là, je pense que dans 2 mois, on la verra bien, quoi. S'il continue à pas pleuvoir, on va voir les sols, comment ça va être. Et les arbres aussi. Les sols craquelés, l'herbe qui va jaunir de nouveau, ça commence même par endroits, par ici. Hein. Ouais. Voilà, j'ai Dominique qui nous dit le soleil rapporte plus que la pluie. Bah oui, évidemment. Hein. Départ, week-end, location, barbecue, bien sûr, bien sûr. Nous vivons dans une société de loisirs. Bah oui, effectivement. C'est une évidence. Et c'est vrai que le tourisme français est plus agréable sous le soleil que sous la pluie, mais bon. Oui, bien sûr. À la base, la France n'est pas réputée pour avoir un climat très très ensoleillé, hormis en Méditerranée. Enfin, voilà. À la base. Hein. Voilà, bah écoutez, moi, Morgane, Kevin, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Aléatoirement. Ça a un peu bugué pendant 2 secondes. Là. Ouais, je disais, ouais, bah c'est Skype. Hein. Je disais Morgane, Kevin, moi j'ai pas d'autre chose à ajouter pour moi. Hein. Je pense qu'on va pouvoir conclure. D'autant plus que bon, voilà, on a fait un tour d'horizon assez complet. Je pense qu'on refera une émission la prochaine fois vraiment quand il y aura un peu d'animation et un peu d'actu parce que donc peut-être en espérant que ça soit pas dans 6 mois quoi. Parce que si c'est dans 6 mois, ça sera inquiétant quoi. Voilà. Donc tour d'horizon dernier temps. Donc voilà, donc sachez-le, si on ne fait pas d'émission, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est que quand il y a peu de choses à dire, c'est voilà. Le temps ne s'y prête pas. Voilà, mais bon, je pense que quand même ce soir ça a été. Le temps ne nous stimule pas assez pour nous motiver à faire des missions. Exactement, mais je pense quand même que ce soir c'était assez instructif quand même, et c'était assez intéressant de parler, et donc voilà. Donc bah écoutez, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Alors moi je vois un peu les audiences, bon, vous êtes assez peu nombreux, mais bon, c'est compréhensible. Week-end Pascal, un temps qui est pas très intéressant, donc peu de choses à dire effectivement, donc bon, c'est un peu normal, mais bon, vous étiez quand même assez, ouais, je vois à peu près 300-400 vues sur Facebook, donc c'est quand même pas si mal pour le temps, et donc voilà, donc je sais pas après combien on était sur RTL, mais on verra ça de toute manière. Et donc en tout cas, on vous remercie en tout cas beaucoup. Hein, passez un bon week-end Pascal, un bon long week-end comme on dit. Et puis bon week-end à toutes et à tous. Et puis on vous dit à une prochaine. Et bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée messieurs. Merci. À bientôt.